Voilà, et on y va tout de suite. Tac, je vous partage le keynote, on repart. Voilà. Ok, allez, on se lance, on y va, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Merci encore une fois d'être présente et d'être présent sur ce webinaire. C'est une première pour moi, donc c'est un test. L'objectif, c'est pourquoi pas en refaire si ça vous plaît ou si tout simplement vous trouvez ça intéressant aussi. Peut-être pas forcément avec vous, peut-être avec d'autres, ou enfin bref, peu importe. Voilà, l'idée c'est de discuter un petit peu pédagogie et puis de sujets assez plaisants. Aujourd'hui, on va parler de créer son premier jeu vidéo. Alors, je l'avais mis à la fois sur iPad, mais on va pouvoir le faire aussi sur PC. Bon, même si ce ne sera pas aussi simple, PC ou ordinateur d'une manière générale, ça marche sur n'importe quelle machine en fin de compte. Voilà, si vous avez des questions, comme vous n'êtes pas très nombreux, j'avais prévu des temps balisés en fonction du nombre de personnes, avec des temps à questions. Mais bon, voilà, l'idée, c'est aussi d'interagir. Moi, je vous partage des usages et des pratiques que j'ai mises en place avec mes élèves. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure chose qui soit, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a plu, donc je voulais les partager avec vous aussi. Je suis aussi là pour apprendre de vous, donc si vous avez des retours, bah, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Colombo. J'étais prof de maths pendant au moins 6 ans en collège, un petit peu en lycée aussi, et formateur Apple depuis 5 ans et demi. Donc voilà, j'accompagne les établissements sur les usages numériques en pédagogie avec l'iPad notamment. Donc, on va parler jeux vidéo et on va parler usage avec les élèves et scénario. Donc, c'est enregistré, vous aurez le replay. Vous aurez aussi accès au. J'ai fait un pas à pas en fait, voilà, pour vous accompagner, qui va reprendre un petit peu toute la phase pratique qu'on va faire après. Donc, vous l'aurez à disposition. Ce sera en PDFs, en PDF. J'essaie de le faire sur Word. Franchement, j'ai perdu trop de temps. Donc, à vous de voir si ça vous plaît et vous pourrez vous le faire aussi si vous voulez. Mais moi, j'ai arrêté. J'en ai marre de que tout soit décalé. Donc, au programme du jour, 3 temps. Un temps court sur la présentation du projet avec ben voilà, les axes pédagogiques. Un temps pratique où voilà, je vais vous montrer comment on le fait. Alors, j'espère vous apprendre des choses. Peut-être que certains ont déjà pratiqué, ont déjà connu. Et ensuite, un temps d'échange, de discussion. Bon, alors, sachant que le temps d'échange, voilà, il peut être mixé. Et puis, vous pouvez poser vos questions quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas je regarde de temps en temps mon second écran pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat ou tout simplement à allumer votre micro et puis à prendre la parole. Il y a pas de souci, on est entre nous. Donc, pas de problème. J'ai pas invité d'inspecteur, même si Colombo, bon voilà, je fais la vanne avant que quelqu'un me la fasse. J'ai pas invité d'inspecteur. Il y a deux, trois personnes du canopé. Bon, ok, on va les tolérer. Il y a deux, trois profs de techno aussi. Ok, on va les tolérer aussi. Bon, allez, on arrête. Je finis de blaguer. Alors, pourquoi programmer un jeu vidéo? Déjà, la première chose, avant qu'on rentre dans les différentes phases, déjà parce que c'est super cool de programmer un jeu vidéo. Et je prends volontairement ce terme qui pourrait, et même qui est un peu has-been par rapport aux élèves, mais franchement, je crois que sur tous les projets que j'ai menés en classe avec des élèves, c'est vraiment le projet où je me suis, à moi en tant que prof, le plus éclaté et où mes élèves se sont le plus impliqués. Donc, de toute façon, dès que vous commencez à ludifier vos pratiques et ludifier vos usages et vos projets, automatiquement, les élèves vont être davantage impliqués. Voilà, alors c'est pas du 100%, mais on frise quand même les 90-95% d'implication. Et même les élèves qui sont un petit peu plus en retrait avec les outils numériques, etc., se plongent dedans. Alors je parle pas des élèves qui d'habitude sur du travail plutôt classique sont plongés à fond, enfin sont réfractaires, pardon, par rapport aux utilisations classiques. Là, quand on va utiliser le jeu pour pouvoir faire passer les notions de cours, ils sont toujours hyper enthousiastes et c'est vraiment très agréable. Donc pourquoi programmer? J'ai sorti, c'est une liste non exhaustive, hein, mais j'ai sorti
J'ai sorti 4 grandes familles. Travailler les notions de cours classiques, on va voir que, alors j'ai pris des exemples de maths, mais bon, je suis sûr qu'on pourrait en sortir davantage. Des notions de cours classiques, on va remettre dans le contexte parce que j'en avais un petit peu marre en début d'année d'entendre à quoi ça sert les maths, monsieur? Hein, bah rien, forcément, on vous apprend des choses qui servent à rien, c'est bien connu. Donc voilà, ça a été aussi un facteur déclenchant pour moi d'essayer de changer un petit peu l'approche et puis de leur montrer que ça pouvait servir à des choses intéressantes. Ensuite, enfin intéressantes pour eux du moins, acquérir les bases de l'algorithmique et la démarche scientifique, pour moi, c'est un des points les plus importants. Cette logique, cette compréhension. Alors l'algorithmique, parce que bah, c'est aussi inscrit au programme, hein, voilà, cette façon d'appréhender la programmation, cette façon d'appréhender aussi l'écriture d'un programme, ça c'est très très important. Je vais pas volontairement dire coder, parce que pour moi, c'est aberrant de dire coder. Et je fais une spéciale dédicace à un APLS qui s'appelle un formateur Canopé et formateur iPad aussi qui s'appelle Samuel Chalifour, voilà, qui milite pour ne plus utiliser le terme coder. Donc, je, je, je suis avec lui, on programme et donc voilà, l'idée c'est ben, d'acquérir les bases de cette façon de penser puisque c'est carrément presque l'apprentissage d'une langue. Donc c'est intéressant de connaître ces codes. Euh, voilà, je l'ai placé, les codes du langage pour pouvoir bien l'écrire. Et la démarche scientifique, bah, tout simplement parce qu'en fait, on va partir sur la thématique du jeu vidéo, on va partir d'un projet complet, une tâche complexe qu'on va être obligé de séquencer en sous-tâches pour pouvoir construire. Et c'est exactement ce que font des développeurs quand ils construisent des applications, quand ils construisent des logiciels, voire même des scientifiques, si on élargit un petit peu plus. Quand on arrive à un problème, bon, ben ok, on a l'émergence d'un nouveau virus qui vient d'arriver. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver des solutions? Donc, on va séquencer ça en petites tâches pour bah, essayer de trouver une solution. Voilà. Ça va être un petit peu ça qu'on va travailler, même ça va être un gros pôle. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de travailler cet aspect-là. Ensuite, on a le travail en équipe et le travailler autrement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bon, travailler en équipe, ça parle de soi. Le travailler autrement, c'est qu'on va essayer de casser un petit peu l'utilisation de l'espace classe de manière classique. J'ai autorisé mes élèves à se déplacer, à aller travailler un petit peu où ils voulaient dans la classe. Certains ont préféré rester assis, d'autres sont allés sur les coins lecture, etc., etc. Donc on verra que il y a aussi des choses comme ça à travailler dans ce format-là. La disposition de l'attribution de rôle aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect que j'avais pas pris en compte, c'est la gestion du temps. Et aussi bien en tant que prof que aussi bien en tant que prof que en tant que participant, puisqu'au final on accompagne les élèves hein, à ce moment-là, on perd un peu la notion du temps. Donc en fait, j'avais attribué des rôles comme ça de gardien du temps, voilà, gardien du silence ou des choses comme ça. Donc on peut attribuer des rôles à ses élèves. Et enfin, le dernier point, bah, c'est cette idée de commencer à aborder la notion de projet, de travail en projet, qui pourra être utile dans le monde de demain, dans le monde du travail de nos élèves. Donc voilà, commencer un petit peu à partir donner ces bases du projet. Et ben, bien sûr, on peut commencer le projet création de jeux vidéo en cycle 3 et l'étendre jusqu'en au moins cycle 4. Donc voilà, c'est un projet qui n'est pas figé et qui est très évolutif en fonction bah, de l'implication de l'élève, en fonction de vous en tant que prof, du temps que vous voulez y consacrer également. Est-ce que vous avez des remarques ou des points comme ça les choses, sachant que je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, mais très rapidement, parce que l'idée c'est quand même de programmer et puis de voir comment ça se construit, quoi. Donc, au niveau des notions de cours, encore une fois, une liste non exhaustive. Et franchement, j'ai vraiment mis des essentiels que moi j'ai abordé en des notions de maths que j'ai abordées. Bien sûr, les notions d'abscisse et ordonnée, parce que ni plus ni moins, je ne sais pas si vous voyez mon curseur qui se déplace.
Bref, peu importe, on le verra tout à l'heure. En fait, la scène, donc l'espace en fait où le jeu va se dérouler, il est séquencé, il est découpé en 4 parties. Ces 4 parties-là sont ni plus ni moins que les résultantes en fait du croisement de l'axe des abscisses et des ordonnées. Et donc, on va parler de la notion de coordonnées aussi également. Donc voilà, quand je parle d'abscisse et d'ordonnées, on va voir qu'on va y associer également les notions de déplacement, de placement sur des axes ou de coordonnées tout simplement. Ensuite, bien sûr, la proportionnalité, l'échelle. Alors là, j'ai mis vraiment des exemples très basiques, la taille du lutin, l'agrandissement, la réduction. Mais on va voir aussi que ça, voilà, dans le cadre du jeu, on va pouvoir travailler les tailles des différents personnages qu'on va utiliser, tout simplement parce que, en général, le gentil, il est de ce que j'ai vu de mes élèves, le gentil est toujours, le vaisseau gentil il est toujours un petit peu plus gros que le vaisseau des méchants. Bon, à voir. Après, vous allez avoir autant de cas que vous allez avoir d'élèves, mais on va pouvoir voir ces notions-là. L'angle, les angles et les repérages, l'orientation du lutin et les choix des points de repère. Alors ça, c'est deux notions qui sont vraiment très essentielles. Pourquoi? Parce qu'en général, les élèves, quand ils commencent à travailler en programmation, que ce soit directement en conception ou même en réflexion, souvent leur point de repère, c'est eux-mêmes. Or, quand on est dans le monde de la programmation, le repère que l'on va, en fonction de l'objet qu'on va programmer, le repère sera l'objet lui-même. Et ça, c'est pas forcément évident à intégrer de prime abord. Donc, si ça vous intéresse ce sujet, je vous invite à lire le livre 1, 2, 3 codé. Je vous mettrai la référence tout à l'heure si vous voulez sur le sujet. Mais c'est vraiment intéressant de commencer avant de se lancer dans le projet de la programmation, de faire de la programmation déconnectée. Et moi, tout simplement, en fait, pour leur faire prendre conscience un petit peu de ça, ça a été ok, je suis un robot, vous me donnez des instructions, l'objectif c'est que j'écrive la date du jour au tableau. Et là, à partir de là, en fait, on leur fait prendre conscience de cette notion, comment dire, de, de cette notion d'orientation et de point de repère. Voilà. Donc, ça, c'est quelques notions de cours. À vous de voir après si, s'il y a besoin d'aborder d'autres choses. Après, encore une fois, c'est libre à vous d'intégrer. Je voulais pas volontairement mettre trop de notions de cours ou souvent je les abordais comme ça de manière très sporadique parce que l'objectif, ça restait quand même que ce soit ludique et je voulais pas les assommer avec beaucoup de notions. Et vous allez comprendre que après, quand on va commencer à travailler l'algorithmique et la démarche scientifique, là, on va déjà commencer à rentrer davantage dans les compétences. Donc, j'ai relevé quatre points essentiels à mon avis. Donc, la première chose, c'est du scénario au jeu. Avant d'écrire un jeu, il faut un scénario. Le scénario, moi je suis un inconditionnel du papier-crayon. Le scénario, pour moi, au départ, il faut avant tout qu'il soit posé sur le papier. Si on lance directement l'élève avec la tablette, bon, il va partir un petit peu dans tous les sens et ce n'est pas forcément ce que l'on cherche. Donc, en gros, l'idée, c'est, OK, ton jeu, qu'est-ce que tu veux créer? Comment est-ce que tu veux faire comment est-ce que ton personnage va avancer? Comment est-ce que tu vas programmer? Comment est-ce que tu vas gagner des points? Comment est-ce que tu risques de faire détruire ton personnage par un personnage adverse? Bref, voilà, il y a toute cette petite réflexion. Alors après, vous pouvez orienter en fonction du niveau de vos élèves et en fonction aussi de leur expérience de joueurs, parce que il y en a qui sont des gamers voilà, depuis très longtemps. Il y en a d'autres, c'est pas du tout leur truc. Donc, à vous de voir. Moi, ce que j'avais fait par rapport à ça, c'est que j'avais proposé un scénario type un petit peu où j'avais ça sous le coude, que la chose exactement ce que je vais vous montrer. Je leur ai dit, ben voilà, est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer de reproduire ou de faire le même type de jeu un petit peu à votre sauce et puis voilà, de vous approprier un petit peu le truc. Il y en a qui ont suivi, il y en a d'autres qui ont fait des choses un peu différentes. Voilà, à vous de voir. Mais bien posé sur le papier de prime abord, là, bien posé sur le papier de prime abord le scénario pour ensuite, après, faciliter le développement et l'écriture du programme.
La décomposition, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, de la tâche complexe aux tâches simples. Bah, tout simplement parce que un jeu, ça va être une accumulation de beaucoup de petites tâches au final. Et beaucoup de projets, en fait, sont composés exactement de la même manière. C'est-à-dire, voilà, on a besoin qu'au final, ça soit un package global. Donc, on va essayer de le découper en petites tâches beaucoup plus simples pour que ce soit fait. Et de ce fait, ça c'est pas forcément lié aux jeux vidéo, mais ça peut être lié à beaucoup d'autres choses. De ce fait, vous pouvez même répartir les projets sur différents élèves, etc., etc. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très facile et vous pouvez même mener des projets à plusieurs classes, voire plusieurs groupes, comme vous voulez. Voilà. La décomposition, c'est très important. Et cette notion-là de décomposition, et promis, j'arrête dessus, quand on fait du développement d'applications, au final, on s'aperçoit de plus en plus que pour qu'un programme final soit lisible, plus il sera décomposé en sous-programmes, entre guillemets, plus il sera facilement débuggable, c'est-à-dire qu'on pourra trouver des erreurs plus facilement, il sera plus facilement améliorable et plus facilement lisible, surtout par une personne qui n'a pas écrit le programme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. L'essai erreur. Alors là, ça c'est un peu comment dire, mon leitmotiv. Pourquoi? Parce que je me bats au quotidien pour désacraliser l'erreur. L'erreur, c'est pas grave. L'erreur, c'est quelque chose de normal. On est obligé. Et pour le coup, quand un élève va écrire sur une copie quelque chose, quand on va le corriger, l'erreur, elle est figée, elle ne bouge pas. C'est un peu la problématique, à mon sens, du papier. Je ne dis pas que, voilà, il ne faut pas le faire, c'est pas ça que je dis, mais l'erreur, elle prend une dimension beaucoup plus importante. Que là, avec le jeu vidéo, c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel de faire des erreurs. On est obligé. Et pour le coup, faire une erreur, c'est pas grave, puisque on va corriger. Voilà, quand j'appuie sur ma flèche, au lieu que mon vaisseau ou mon bonhomme il avance, il monte, alors que c'est une flèche de droite. Bon, ok, il y a une erreur quelque part, c'est pas grave. On va aller la chercher et on va aller la trouver. Et pour le coup, on désacralise l'erreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que les élèves n'ont pas peur de tenter. Ils tentent, ils essaient et ouais, je vois. Et en commentaire, alors excusez-moi, je lis pas tout parce que j'ai des petites bulles qui apparaissent. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, l'erreur est formatrice pour débugger. C'est exactement ça. De toute façon, c'est quand on se lance dans la programmation et quand on se lance dans le développement, alors peut-être pas à cette petite échelle-là, mais à plus grosse échelle, l'erreur, c'est quelque chose d'essentiel. Ils sont motivés par les erreurs, ils vont tout faire pour trouver comment résoudre le problème. Exactement. Et c'est pas démotivant, c'est stimulant. Ouais, merci Hervé, c'est exactement ça. Exactement ça. L'idée, c'est que, voire même après, quand on parlera de travail d'équipe, certaines équipes pourront apporter d'autres solutions parce qu'ils auront rencontré les mêmes types d'erreurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très. L'erreur est un tremplin, en fait, au final, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, l'algorithmique, on va voir des notions assez essentielles qui sont les déplacements, les variables, les boucles. J'aurais pu rajouter les conditions aussi, on va le voir un petit peu plus tard, qui sont les attendus de programmation. Bon, en vrai de vrai, quand vous regardez au niveau des évaluations finales, par exemple le brevet, voir le niveau de programmation qu'il demande par rapport à ce qui est écrit ce qui est écrit dans les programmes, bon, vous savez, vous avez tout compris, quoi. Enfin, honnêtement, le niveau est beaucoup moins, enfin, ce qu'on nous demande au brevet, par exemple, à l'examen final, est beaucoup moindre que ce qu'on pourrait enseigner. En revanche, il est clair que si on peut donner les bonnes bases et les bonnes habitudes et les bonnes pratiques dès le départ, quand ils vont arriver en lycée ou qu'ils vont aborder, que les élèves vont aborder potentiellement des programmes, enfin des langages comme le Python par exemple, différents, ça va être voilà, des choses s'ils ont les bases initialement, s'ils ont les bases initiales, ça va être beaucoup plus simple pour eux, quoi qu'il en soit. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Le travail en équipe, bien évidemment, eh bien,
que le projet il soit en individuel ou en collectif. De toute façon, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont automatiquement parler entre eux. Alors moi, j'ai volontairement pas évalué ce travail-là parce que ça avait pas, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'ils prennent du plaisir et qu'ils remobilisent aussi des connaissances voilà, de, de cours. Donc, qui s'entraident entre eux, qui se demandent de l'aide, etc. Ce que je voulais pas, c'était que certains élèves donnent directement la copie du programme aux autres. C'était la seule contrainte que j'avais fixée. Et honnêtement, ils ont globalement tous bien joué le jeu parce que chacun voulait programmer de son côté, créer son propre jeu. Et du fait qu'il y a une personnalisation, au final, bah, ça n'a pas trop de sens d'aller prendre le programme du copain. Donc c'était plutôt intéressant. J'en parlais tout à l'heure, l'apport en solution. Je rencontre un problème, j'arrive pas à le trouver. Bah, d'autres l'ont peut-être retrouvé. Donc voilà, c'est un petit peu le principe d'un développeur d'application ou de logiciel. Hein. Il rencontre un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder sur les forums, sur Internet, voir des solutions, discuter avec d'autres développeurs, etc., etc. Donc voilà, une bonne pratique à leur donner dès le départ. Et bah, les commentaires d'amélioration. Alors là, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des élèves qui étaient ultra critiques. Mais peu importe, hein. Là, on parle du projet jeu vidéo, mais c'était également le cas sur d'autres projets. Les élèves sont ultra critiques entre eux, et voire même avec leur travail. Donc, c'est assez, du moins leurs travaux numériques. Et c'est assez parfois presque violent parce que j'ai toujours cet exemple en tête. J'avais des élèves qui avaient réalisé une petite vidéo, ça leur correspondait pas parce qu'eux, ils voulaient faire un truc comme Jurassic World, enfin, avec des effets spéciaux de fou, etc. Mais attendez, et vous êtes en cinquième, les gars, on se détend, on fait, voilà, faites avec vos moyens, faites ce que vous. C'est déjà du très très bon travail, quoi. Enfin, et donc, ils sont très très critiques et souvent, ils apportent des solutions. Et ça, c'est vraiment intéressant à avoir parce que bah, vous, déjà, ça vous soulage. Et puis, bah, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Ensuite, la disposition en classe. Alors, moi, j'avais vraiment mis un point d'orgue là-dessus, c'est que je voulais casser un peu les codes de la classe. Je voulais vraiment un petit peu en mode, vous savez, on a tous en tête les espaces de coworking qu'on voit à Google ou Facebook, là, les trucs un petit peu, en vrai, je sais pas si c'est comme ça, hein, mais on les voit un petit peu comme ça. Et je voulais vraiment que ce soit un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et bah, j'ai des élèves qui ont décidé de prendre les tablettes et puis d'aller dans le coin lecture de la classe ou de se mettre sur des poufs ou s'asseoir contre un mur, etc. Et le fait de pouvoir utiliser des appareils mobiles, c'était vraiment top parce qu'on n'avait pas la contrainte de la prise électrique ou de ces choses-là. Et voilà. Bon, c'est pas pour faire baver ceux qui ont que des postes fixes. C'est pas du tout ça. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de casser un petit peu le cadre de la classe. Et surtout, le dernier point, moi, c'était un des points les plus satisfaisants en termes de prof qui est sorti du projet. C'est que ben, quand ça sonnait, qu'ils n'avaient pas terminé, alors déjà, oh, c'est déjà l'heure. Ça fait trop plaisir. Et le deuxième effet qui se coule supplémentaire, c'est que les élèves venaient sur le temps midi 2 ou sur leurs heures de permanence récupérer les tablettes, parce que c'est des classes mobiles, venaient récupérer les tablettes pour continuer leur projet en dehors du cours de maths. Et ça, franchement, je crois que j'ai pas eu dans ma carrière d'enseignant, j'ai pas eu de meilleure satisfaction, si ce n'est bah, peut-être les résultats des élèves sur les examens et encore, je suis même pas sûr, ou plutôt dans les orientations, c'est plutôt ça qui est intéressant. Mais autrement, voilà, le fait que finalement mon cours était exporté ailleurs et bah, voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa et c'est pour ça que j'ai reproduit ce projet-là sur plusieurs années parce que je trouvais que c'était vraiment top et ça me faisait plaisir de voir des élèves bosser en dehors de leur. Euh, le projet adaptable. Donc, je vous ai mis des extraits du BO, tout simplement pour que vous ayez en tête. Alors, je vous mettrai le diaporama à disposition aussi si vous avez besoin de vous en resservir. Mais voilà les attendus de fin de cycle concernant la programmation. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très, très dense, en vrai de vrai.
Vous voyez, cycle 3, fin de sixième, il faut pouvoir programmer le déplacement d'un robot, d'un personnage à l'écran. Alors en maths, on n'a jamais de chance parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de robots techniquement. Enfin, moi, je m'étais fait un peu clasher par mon inspecteur là-dessus. Euh, en, en techno, vous avez un peu plus de possibilités. C'est pour ça que je vous envie et que je vous clash assez souvent, les collègues de techno, parce que vous avez le droit de programmer des robots, alors que nous, non. Bon, bref. Mais voilà, il faut savoir programmer juste les déplacements. Cycle 4, fin de troisième, on va avoir les notions un petit peu plus avancées, variables, les déclencheurs, les boucles, les instructions conditionnelles. Bon, voilà. Après, en soi, rien de très compliqué, mais ce qui va être très bien avec notre projet, c'est qu'on va pouvoir le démarrer en cycle 3 juste pour faire des déplacements. Et ensuite, on va pouvoir l'étendre sur du cycle 4 pour y intégrer des notions, par exemple, de variables avec des scores, avec si l'élément est touché, alors il disparaît. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de projet adaptable, parce qu'il peut convenir vraiment à tous les niveaux. Et je ne vous cache pas que même des élèves de sixième avec qui je l'avais fait, on peut très très bien aller aborder les notions de variables, alors sans forcément les appeler ou les présenter comme ça, mais au final, pour eux, ça reste un nom, donc ils s'en fichent, hein, que ce soit un attendu de cycle 4 ou un attendu de cycle 3, pour eux, ça n'a pas de sens. Mais il y a rien n'empêche d'atteindre, voilà, de parler de ces notions-là. Donc, excusez-moi, j'ai pas recopié le truc, j'ai fait une capture d'écran lâchement du BO, mais concrètement, voilà, ce sont les choses qu'on nous demande concernant la programmation en maths, du moins. Euh, Surtout que les boucles comme les variables, oui, on en a vite besoin et ben, de toute façon, honnêtement, même en cycle 3, les boucles, on est obligé de les aborder, c'est sûr. C'est sûr, on est bien d'accord, Hervé, parce que sinon, enfin, ne serait-ce que pour répéter, voilà, le déplacement, ouais, le déplacement du bonhomme à chaque fois qu'on appuie, c'est une boucle, hein, ni plus ni moins. Donc, sinon, il faudrait éteindre, rallumer, enfin, ça n'aura pas de sens. Ok. Je crois que le diapo est fini. Je vous ai mis mes coordonnées, mais bon, j'y reviendrai à la fin. C'est pas très très grave. On fait juste un tout petit temps de questions si vous en avez ou de remontées. Et sinon, on passe direct à l'écrit. Enfin, à l'écrit. On passe direct au programme.